Je pense que c'est des grands libertins de la consommation. Ils ont leur fidélité, mais ils sont polygames. You know you're never alone. All the birds in the trees, where they're singing your name. Well, I got something on my mind. Quels sont les liens particuliers? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique finalement entre cette génération et le monde du luxe? Il n'y a pas de jugement moral par rapport à posséder du luxe. C'est-à-dire qu'on est engoncé dans les autres générations dans un truc judéo-chrétien, et nous on l'a vu à travers des interviews et ainsi de suite. Ils nous citent une expérience. Pour eux, le luxe, c'est une médaille de réussite, ils en sont fiers. Vous savez très bien que le luxe vit dans un halo mystérieux, c'est sa désirabilité. Le Y dit bas les masques, le halo, je veux, toi, produit de luxe, que tu vas justifier ton prix. Il y a une idée sur les hommes, une interview très intéressante qu'on a eue du créateur d'Husbands qui nous dit l'homme Y veut voir ce qu'il y a sous le capot du produit de luxe. Et c'est cette idée de déconstruction du prix. Quand on parle d'achat luxe, ils nous disent c'est l'achat parfait. Mais ça veut dire quoi l'achat parfait? C'est qu'ils intègrent quelque chose qui pour nous vieux cyniques nous fait bien rigoler quelque part, c'est le développement durable. Le développement durable pour eux est au cœur de la valeur luxe, si vous voulez. Nous, elle peut être décorative pour faire du bien, mais ils ont véritablement la conscience que par leur achat, ils peuvent un peu améliorer le monde bien mieux que les politiques. Ce livre, sur quoi vous êtes-vous basé pour en tirer vos conclusions? Quelle a été votre méthode de travail? En fait, on a essayé d'avoir une méthode foncièrement Y. Et quand je dis foncièrement Y, ça veut dire extrêmement participative. Autour d'Éric et moi, on a une équipe d'une vingtaine de jeunes qu'on a appelé la Task Force Y, sans qui ce livre n'aurait pas pu voir le jour, et qui ont pu nous donner des insights forts, c'est-à-dire des choses que eux ressentaient. Cette participation avec notre groupe Y, elle a aussi été étoffée par une étude qu'on a fait avec Melty, sur le groupe générationnel qui nous intéresse et qui a pu révéler différentes choses auxquelles on ne s'attendait pas. Par exemple, 83% des 18-30 ans ne trouvent pas choquant d'acheter un produit de luxe en période de crise. Quels sont les risques finalement pour les marques de ne pas comprendre ces liens particuliers entre cette génération et cet univers? Aujourd'hui, l'icône d'influence, c'est le jeune. Restez jeune. Les 40 ans veulent rester jeunes. Les 50 ans veulent rester jeunes. Les 60 ans veulent rester jeunes. Donc, si le jeune n'aime pas votre marque, vous êtes disqualifié par rapport aux autres générations. C'est la génération la plus influente qui n'a jamais été vue d'un point de vue marketing. Donc, il y a un problème de ringardisation, voire même de déréférencement. Michael Kors, qui vient d'être introduit en bourse à plus d'1 milliard de dollars, et Michael Kors a mis au cœur de son business vraiment la force d'influence de la génération Y en ciblant quoi? Les filles et les mères. Alors c'est pas comptoir des cotonniers, c'est le shopping entre mères-filles. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? C'est que quand mère-fille allait dans les boutiques Michael Kors, qui étaient adaptées pour les Y, c'était remarquable en termes de business. C'est que finalement, la mère se faisait conseiller par la fille et au final, la mère offrait un sac à la fille. Quels sont les fondamentaux de ce que vous appelez le luxe nouvelle vague? C'est l'entrepreneur Y, libertaire, qui invente sa marque, qui invente par exemple, qui réinvente le costume et le métier de tailleur. Et par exemple, aux États-Unis, il y a la marque Warmby, qui sont des jeunes qui ont décidé de commercialiser les lunettes avec une certaine éthique que les anciens n'ont pas tous, qui est buy a pair, give a pair. C'est-à-dire que si vous achetez des lunettes chez eux, ils donnent une paire aux gens qui n'en ont pas. Quelles sont les marques de luxe iconiques pour cette population, selon vous? Ils aiment deux types d'acteurs du luxe, les presque luxe. Et là, c'est deux marques, Carven, qui est en train de marquer son époque avec cette idée de couture accessible, donc avec des robes de moins de 1 000 €, mais avec des qualités et des finitions remarquables. Donc on voit ces marques qui ne sont pas luxe, mais qui assument finalement une qualité sans forcément le prix. On revient sur cette idée de prix. La deuxième marque emblématique, c'est clairement Burberry. Burberry, depuis presque une dizaine d'années, a choisi clairement de viser cette cible. Ce qui est remarquable chez Burberry, c'est qu'il y a eu cette audace de viser la génération Y par le digital. Alors, est-ce que c'est une audace philosophique? Je ne suis pas sûr, c'est simplement du bon sens marketing, car ils n'avaient pas les moyens des autres, et la Y était plus simple à viser. Et le deuxièmement, c'est véritablement la Y au cœur de l'entreprise. Et ça, c'est un point fondamental dans le livre, cette idée de reboot, de réinvention des entreprises, véritablement au cœur
de Burberry, il y a une population bien plus jeune en termes d'employés que dans les autres maisons, et surtout ces jeunes, on les écoute. Il y a un comité de sages Y, un peu comme dans le livre, si vous voulez, qui dicte vraiment le chemin à mener. L'univers de la beauté et le monde Y. C'est fascinant en termes d'univers beauté. Et ça, on remercie la marque Shiseido avec qui on a travaillé, qui a lancé l'année dernière un produit, une gamme de produits 100% génération Y qui s'appelle Ibuki. Et c'est quoi l'histoire de ce produit, de cette gamme? C'est tout simplement l'analyse du lifestyle de la génération Y, des femmes Y. Et on voit émerger un insight clé qui est l'insight stress. En fait, la femme Y est plus stressée que les autres générations. Alors le stress, il est multiple. Le stress, il est lié à la pollution, il est stress lié par rapport au travail. Il est aussi lié à cette obsession de la dole, de la mise en scène de soi. Quand vous vous mettez tout le temps en scène, en photo, vous mettez votre rythme en jeu. Et ça, c'est stressant. Et ce qu'a repéré Ibuki, c'est que ce stress générait une mutation de la peau de la femme Y et que les cellules de la peau rétrécissaient. Donc on voit ici, et le produit Ibuki est censé redonner on va dire, la taille originale de la cellule. Donc quelque part, si je résume, aujourd'hui le rapport à la beauté de la femme Y est lié à un insight clé: calme mon stress, gère mon stress. Ça veut dire quoi concrètement pour une marque de beauté? C'est qu'elles doivent passer le cap, la réinvention d'une marque qui vend des pots de crème à une marque de service de beauté au nom de ce stress combattu. Et l'homme là-dedans? L'homme Y a un désir, c'est dire de comprendre. Il veut de la lisibilité par rapport à l'offre de luxe. Et c'est ce que je vous disais au début, cette justification du prix. Il veut savoir ce qu'il y a sous le capot. Donc il veut comprendre, il n'achète pas un prix, il achète une valeur. Il agit comme un véritable investisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se cultiver, comprendre, mais avec quand même un point qu'on a vu de façon globale, c'est la défaite des pères. Les jeunes Y, les hommes Y nous disent « Mon père, il ne m'a pas transmis un savoir luxe. Il ne m'a pas transmis un savoir mode. » En plus, leur père, on va dire, nous disent souvent, il était un peu paumé, le père du jeune Y, entre Miami Vice, fantasme de madame qui voulait l'habiller en Sonic Rocket, blanc et petite talonnette, et le Friday Wear. Donc, si vous voulez, l'homme Y veut comprendre le produit de luxe, veut voir ce qu'il y a sous le capot. 2, pour comprendre, il ne s'appuie pas par son père, car cette transmission ne s'est pas faite, donc il cherche d'autres mentors, et ces mentors sont principalement sur Internet à travers des blogs comme Un Canyon ou Bonne Gueule. Quand je vois un trend, quand je vois une évolution, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est la prochaine étape. On voit dans le livre que toute cette identité-là, elle est en fait une identité de transition. Et ce qui est important derrière, c'est finalement la génération Z. Ce ne sera plus un combat, le développement durable. Ils seront nés avec le fait que recycler, c'est normal, ils l'ont fait dès l'école. Donc, ils vont vivre dans un monde qui aura été amené par les Y, et eux vont réussir avec cette énergie Y à véritablement modifier concrètement et durablement, parce que les Y auront été à des postes de commandement, les choses et demain le monde.